qu'en fait, à chaque fois que quelque chose m'a fait peur, je l'ai fait. Tu vois, à 60 ans, j'ai presque plus de haters. Mais non, mais je me disais ça, je me dis, mais ça me manque quand même des contradicteurs sur mes posts. Et arrêter le standard, encore une fois, il faut forcément faire 10 millions d'euros de chiffre d'affaires pour pouvoir être légitime à prendre la parole. Christelle, tu es conférencière, tu es youtubeuse, podcasteuse, autrice, tu pratiques le Wikfoy, il faut que j'essaye absolument. Quand j'irai dans le sud, tu m'apprendras. Tu as plus de 285 000 abonnés sur LinkedIn, tu es experte clairement de ce réseau. Et moi, ce que je veux savoir derrière tous ces chiffres, qui est cette Christelle? Alors cette Christelle, c'était moi, je crois que je devais avoir entre 5 et 6 ans. Et ben, c'était ce qui me caractérisait déjà à l'époque, une petite tenue de plage. J'étais à la mer, j'adorais la chaleur et mon rêve c'était de rester tout le temps en vacances, tout le temps au bord de la mer. Et j'ai réalisé mon rêve, mais à l'âge de 50 ans, de vivre au bord de l'eau. Bah, tu me disais que tu as quand même bougé à droite à gauche, mais oui. Toujours face à la mer ou face à un lac ou face... L'eau est importante pour moi, j'ai dû être un poisson dans une autre vie, je ne sais pas, mais dès que je vais quelque part, je cherche un point d'eau. Un lac, une rivière, un bac, n'importe quoi, mais il faut qu'il y ait de l'eau pour que je puisse respirer. Eh ben écoute, je suis un peu comme toi. Et vraiment, je suis trop chaud pour le Wingfoil. Ça fait longtemps que je te demande. Je suis très très chaud d'avoir une petite Eh bien, on va essayer cet session. été si tu veux. Allez, let's go. Aujourd'hui, tu es sur le Com Show. Je vais faire un petit rappel pour les personnes qui vont nous découvrir potentiellement sur cet épisode. Le Com Show, c'est un talk show qui est dédié au marketing et à la communication. Donc, on va parler là d'une thématique qui va certainement te parler, puisqu'on va parler de LinkedIn. On va parler de comment réussir à créer un storytelling autour de LinkedIn. Pensez bien à vous abonner, à liker, à commenter. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci beaucoup. Donnez un maximum de force, c'est parfait. Et ben écoute, si tu es ready, on va commencer peut-être par donner un petit peu de contexte. Parce que avant que tu arrives sur LinkedIn et que tu deviennes youtubeuse, podcasteuse, conférencière, autrice, etc., tu as un passif dans les métiers de la vente et du marketing. Est-ce que tu peux nous donner peut-être un peu de contexte sur ton parcours? Comme ça te permet de pouvoir expliquer le moment où tu as décidé d'aller sur LinkedIn. Bah écoute, bien volontiers. C'est vrai que je communique beaucoup sur les RH puisqu'on parle de communication, mais moi, mon vrai métier à la base, c'est la communication, enfin c'est la vente, puis le marketing et la communication pour pouvoir vendre. Et je me suis orientée vers les RH plus tard, vers 40 ans. Donc, c'est vrai que pour parler de communication, c'est un peu mon sujet, puisque moi, à la base, je voulais faire du marketing. Mais quand tu voulais faire du marketing à mon époque, c'est-à-dire à l'époque de la préhistoire, il fallait passer par la vente avant. Donc, je suis un pur produit de la vente. Après, j'ai évolué vers le marketing et j'ai toujours travaillé dans l'univers de la communication. Et tout ça, ça m'a servi ensuite quand j'ai été dans les RH et notamment quand j'ai accompagné les chercheurs d'emploi, parce que quand on sait bien communiquer, on sait bien vendre. Ouais, c'est clair. Le moment où tu as bossé dans les recrutements, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit je vais aller me mettre sur LinkedIn? Parce qu'au final, LinkedIn, et c'est la très bonne transition pour te montrer un chiffre clé pour que tu me dises à quoi ça correspond, même si je sais que ce n'est pas exactement cette date. 2007, j'aurais aimé dire ma date de naissance, mais non. 2007, c'est le moment où je suis arrivée sur LinkedIn en tant que recruteur et j'avais 2 abonnés. Mon mari et ma mère. Et je ne faisais rien comme 90% des gens. Enfin, je ne faisais rien de visible. Donc, je chassais des profils, je recherchais les bonnes personnes. Et puis, voilà, ça me servait comme un peu une base de données pour aller récupérer des CV. Donc, ça, c'était ma vie en 2007. Et ensuite, en 2016, tu décides d'intensifier un peu les posts LinkedIn. En 2016, mon parcours avait changé. Je n'étais plus recruteur. J'avais été consultante en insertion pendant des années. Et suite à un accident de vie, j'ai été immobilisée chez moi. J'ai écrit mon premier livre qui est sorti en 2016. Et en 2016, je me suis dit, je vais peut-être aussi communiquer sur LinkedIn. Et c'est comme ça que je me suis lancée. J'avais 485 abonnés, donc c'est pas mal. Hein, de 2007 à 2016, j'avais augmenté de 483 abonnés. Mon rêve, c'était d'arriver à 500, parce que c'était le Graal. Hein, plus 500 abonnés, là, tu es un vrai expert. Et puis, 8 ans et demi après, je suis à 285 000 abonnés. Alors, c'est pas un but dans la vie, hein, voilà. Mais c'est vrai que ça aide pour faire passer des messages et ça aide pour communiquer. Et ça a été quoi ta stratégie au début? Parce que j'imagine que ça a évolué, parce qu'au démarrage, tu as dû, je pense, et moi c'était la même chose, poster en se disant pourquoi pas, c'est cool, j'ai écrit un super livre sur un moment de ma vie qui est important, je le partage, ça plaît ou ça plaît pas. Je pense que tu as un peu t'as pas de stratégie au démarrage, mais j'imagine que ça évolue. Toi, c'était quoi un petit peu, qu'est-ce que tu as imaginé, tu vois, stratégiquement sur Alors, rien du tout.
je n'ai rien imaginé, je n'ai rien prévu. J'ai eu de la chance, il faut le dire, parce que je pense que c'était plus facile en 2016 qu'aujourd'hui de percer. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai évolué vers les métiers RH et quand j'ai été recruteur, mais surtout quand j'ai été consultante en accompagnement, j'ai approché la très grande souffrance des chercheurs d'emploi. Et je m'étais dit, en 2009, je me suis fait une promesse, je me suis dit, il y a un moment dans ma vie où je peux prendre la parole, mais je ne savais pas comment, eh bien, j'essaierai de redorer l'image des chercheurs d'emploi en France. Parce que moi, j'avais le modèle, je venais d'Angleterre, j'avais le modèle anglo-saxon, même en Espagne. On ne considère pas les chercheurs d'emploi comme nous en France, on les appelle même les demandeurs d'emploi, comme s'ils mendient un job. Et je m'étais dit, si un jour je peux, j'ouvrirai ma bouche et je ferai passer des messages. Et ça s'est présenté en 2016. Alors, j'y pensais pas vraiment encore, mais je me suis dit en 2016, déjà, ce que je vais faire, je vais donner des conseils aux chercheurs d'emploi. Après tout, je suis un ancien recruteur, je suis une ancienne consultante. S'il y a bien quelqu'un qui peut les aider, c'est moi. Ouais. Et j'ai commencé à donner des conseils complètement bénévolement. J'étais pas en B2C, mon business n'était pas là, c'était pas ma cible. Donc j'ai communiqué, puisqu'on parle de communication dans ton show, j'ai communiqué auprès de personnes qui n'étaient pas ma cible business. Ok. Et finalement, tu t'es rendu compte qu'il y a eu un impact. Ce qui s'est passé, c'est que quand tu communiques et que tu donnes et que tu ne vends rien, ça marche beaucoup mieux en communication. Ouais. Donc, je me suis adressée aux chercheurs d'emploi, je leur ai donné des conseils, je ne vendais rien derrière. Donc, ils avaient envie de partager, ils avaient envie de me retrouver, ils m'ont donné de la visibilité en venant commenter mes posts. Ouais. Et c'est comme ça que mon compte a progressé, voire explosé. Mais ça c'est clair que, et nous, on le conseille pour certains de nos clients à qui on suggère d'aller sur LinkedIn parce que un bel écosystème B2B, la règle numéro 1, j'ai l'impression, c'est ne pas vendre. C'est si tu arrives dans un... Il y a tellement de créateurs aujourd'hui, et tu l'as dit un peu moins en 2017, mais aujourd'hui, c'est un truc de dingue. Si tu arrives en disant « Regardez ce que je fais très bien, tenez, je vous le vends, achetez », ça n'arrive pas à faire passer les bons messages. Alors que si jamais tu es là en tant qu'expert pour partager de la valeur, de l'information, tu crées un écosystème qui te suit toi pour ton expertise et qui finalement, à un moment donné, de manière assez spontanée, vont te dire « Bon salut Christelle, intéressant ce que tu fais, j'aimerais aller un peu plus loin et potentiellement acheter telle ou telle chose, te faire venir en conférence, etc. » Nous, c'est vraiment comme ça qu'on l'a aussi réfléchi avec Com. Est-ce que ça, c'est un truc que tu as compris rapidement? Ça a été quoi peut-être les 2-3 ingrédients clés où tu t'es dit, ok, ça je sais que c'est ce qui permet de pouvoir performer, donc tu as partagé de l'info de manière gratuite. Est-ce que tu en as deux ou trois autres? Donc je me suis dit, je vais donner des conseils et ne rien vendre. Et d'ailleurs, c'est un des principes du réseau, toujours accepter de donner avant de recevoir. Et il y a un moment où on reçoit. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, coup de bol total, j'ai publié et quand j'avais des commentaires, je répondais. Okay. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2016, ça ne se faisait pas. Les gens publiaient, on n'était pas beaucoup déjà à publier, mais publiaient, répondaient à 2-3 copains, puis après ils partaient. Et moi, en fait, comme c'était des chercheurs d'emploi qui me mettaient des commentaires et que la plus grande souffrance des chercheurs d'emploi, c'est le silence des recruteurs, on parle même de silence assourdissant, je me suis dit, je leur donne des conseils et finalement, si je ne leur réponds pas, je fais exactement ce que font les recruteurs. Donc j'ai eu à cœur... Parce que c'était cette cible-là à laquelle je m'adressais, j'ai eu à cœur de répondre à chaque personne. Okay. À l'époque, on ne parlait pas d'algorithme non plus, c'était pas le dieu algo. Le fameux algorithme. Merci mon dieu algo de m'avoir rendu visible. On ne parlait pas de ça, mais il se trouve que ça a plu à l'algorithme. Et d'ailleurs, c'est logique parce que quand, entre guillemets, l'algorithme détecte qu'un post génère des interactions, c'est une publication qui correspond à un esprit réseau. Ouais. C'est ce qui différencie un média où on envoie de l'info d'un réseau. Exactement. Donc, j'ai plu grâce à ça. Donc, ça a été finalement... ça a été le moyen de me démarquer, mais un coup de bol aussi, puis un concours de circonstances. Et puis il y a le troisième ingrédient qui est la vidéo. En septembre 2017, j'ai créé ma chaîne YouTube, Le Grand Jeu de la recherche d'un job, pour donner des conseils pareils bénévoles aux chercheurs d'emploi qui ne pouvaient pas acheter mes livres. Et donc, je me suis dit, je vais leur donner des conseils via la chaîne YouTube. Et on a tourné avec mon réalisateur des vidéos en extérieur. Donc, je donnais des conseils devant la mer. Alors, j'étais pas en maillot de bain, j'étais en sérieux. Mais je me suis dit, ça va être moins boring qu'un bureau, moins corporate. Je me suis dit déjà que... ils n'ont pas le moral. Si en plus on les met face à un vrai recruteur dans un bureau horrible, ça ne va pas leur donner envie.
Donc moi, il y avait des paysages de mer, de soleil et tout. J'ai donné des conseils et j'ai partagé sur LinkedIn. À l'époque, on ne partageait pas beaucoup de vidéos et surtout pas de vidéos en extérieur. Ouais. Et là, ça a explosé. En vrai, alors à une échelle différente, avec Com, ça a été la même chose. On pourra remettre juste la vidéo pour les personnes qui ne connaissent pas encore Com, parce que cette vidéo, c'est la vidéo qu'on a postée, je pense, une quinzaine de fois, qui a été la vidéo de lancement de Com. Mais de la même manière, tu vois, de manière un peu hasardeuse, on a décidé de lancer la vidéo sur LinkedIn, alors que je pensais pas du tout que ça allait fonctionner. La vidéo a explosé parce que aussi en extérieur, user de l'ouvre, la vidéo n'était pas du tout encore aussi travailler. Ouais, c'est ça, travailler maintenant. Et même là aujourd'hui, tu ouvres LinkedIn, tu as de plus en plus de vidéos, tu vois les shorts là, de la même manière que sur Insta ou sur YouTube. Là, tu as donné des conseils sur la manière dont ce que tu as fait pour que ça fonctionne en 2017 et jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quoi les grands conseils? Tu parles de l'algo, et effectivement, tout le monde parle de l'algo. Je pense que ce n'est pas le seul driver, mais il y a quand même des systèmes qui permettent de pouvoir maximiser les chances de réussir. Ce serait quoi, toi, tes top 3 conseils actuels? Alors, ça dépend de la manière dont on veut communiquer. Tout dépend de la stratégie. Ouais. C'est-à-dire que soit tu veux communiquer à des clients ou des prospects, soit tu veux communiquer simplement parce que ça te fait plaisir et qu'il n'y a rien derrière. Voilà, tout dépend un peu de ça. Et puis, tout dépend de si tu veux rester dans le temps. Parce que tu peux communiquer de façon très ponctuelle, en faisant un peu des buzz, en faisant des trucs qui marchent, ouais. Mais dans la durée, tu vas t'essouffler et ton public va s'essouffler. Donc, pour répondre à ta question, ce qui marche actuellement, c'est typiquement le format vertical, vidéo, les Reels avec un faux micro, enfin un micro, mais c'est comme si c'était une interview. Ouais. Tout le monde fait un peu la même chose. Alors, au début, quand ça a été lancé, c'était waouh. Alors, ça continue à plaire à l'algo, mais ça fait, en termes d'image et de communication, tout le monde a l'air de faire un peu la même chose. Donc, ouais. Dans le temps, est-ce que ça va durer? J'en sais rien. Il y a des trucs complètement dingues qui marchent. Typiquement, les pancartes. Je ne sais pas si tu te souviens, ça a dû être lancé en 2020-2021. Et moi-même, j'ai fait un post une fois avec des pancartes tout écrit à la main, ouais. Des trucs tout pourris, mais du style l'eau, ça mouille, le feu, ça brûle. Enfin, le truc tout bête, mais tu l'écris à la main. Et je ne sais pas si c'est parce que les humains ne sont plus habitués à voir des choses écrites à la main sur des pauvres pancartes ou si ça plaît à la machine algo. Mais dès que tu fais un post avec une pancarte et un truc débile écrit, ça explose. Ouais. Mais est-ce que c'est ton but dans la vie de secouer des pancartes? Parce que c'est ça, certes, tu vas avoir de la visibilité, donc tu peux dire j'ai fait 100 000 vues. Alors on ne parle pas de vues, on parle d'impressions. J'ai fait 100 000 vues, 150 000 impressions. Mais est-ce que ça va générer du business derrière? Ouais. Parce que moi, en tant que client, je ne vais pas avoir envie de m'adresser à un prestataire qui secoue des pancartes. Ouais, c'est clair. Voilà. Donc, c'est toute la difficulté de la communication. Et là, je trouve un petit peu dommage que certains se lancent à toute vitesse en disant il faut que ça cartonne, regarde vraiment le nombre de vues, le nombre d'impressions, le nombre d'interactions et ne pensent pas à l'image qu'ils peuvent donner ensuite à leur marché. Ah, c'est clair. Et puis, tu l'as dit, il faut au démarrage se dire pourquoi je le fais. Parce que les métriques du coup diffèrent. Si jamais c'est être famous, bon là tu regardes les likes, les trucs, les machins. Si tu dis demain je vais avoir des clients pour mon business, en fait c'est potentiellement pas du tout le nombre de likes. Moi les posts qui fonctionnent le moins en termes de likes, de vues, sont ceux qui performent le plus. On a un énorme appel d'offres pour un gros documentaire pour un grand compte. C'est un post qui a fait je sais pas une cinquantaine de likes, donc ce qui est pas ouf. Mais finalement qui parlait, qui s'adressait à ma cible, tu vois. Et beaucoup disent ça en disant ce ne sont pas les plus gros posts wow qui génèrent le plus de ce qu'on appelle des leads, ouais. Qui génèrent les leads entrants, mais ce sont des posts qui vont être plus adaptés, plus nichés en fait. Donc, en effet, la stratégie est importante. Par exemple, ce qu'on voit beaucoup, c'est aussi des injonctions en termes de communication. Beaucoup de créateurs de contenu, de pseudo-experts LinkedIn qui vont donner des injonctions et qui donnent l'impression eux-mêmes de réussir. Alors, on les voit partout, hein, on les voit en conférence, on les voit dans le métro, on les voit faire des choses waouh et on se dit waouh, c'est génial. Et puis, ils annoncent des métriques complètement dingues. Mais en même temps, est-ce qu'on a envie de faire la même communication? Et si on fait la même communication que ces personnes-là, est-ce qu'on s'adresse au même public? Ouais. Parce qu'en effet, si on s'adresse à d'autres futurs créateurs de contenu, c'est génial. Mais si on a un autre produit qui s'adresse à une autre cible, typiquement les grosses entreprises pour une prestation de service, ça ne marche pas. Oui, c'est clair. Et là, on le parle en perso, mais il y a aussi pour les entreprises au niveau de la marque employeur. Là, ça revient un petit peu sur ta zone de génie. Alors ça, c'est mon sujet. Regarde, je vais te montrer quelques petites campagnes que certaines boîtes ont faites et qui ont fait le buzz. Et j'aimerais juste que tu me dises ce que tu en penses. Si selon toi, c'est bien, c'est pas bien, est-ce que ça aurait pu être amélioré.
La première, c'est, moi j'adore, de Burger King. Je te la mets ici, on la mettra à l'écran juste derrière. Donc c'est une note ayant marqué 2 heures pour livrer ma commande, même ma grand-mère cuisine plus vite. Et donc la réponse c'est bonjour Héloïse, nous recrutons aussi des seniors, quelles sont les coordonnées de votre grand-mère? Burger King. J'avais trouvé génial parce que je trouve d'abord, moi j'aime beaucoup l'humour, mais chez Decathlon ils sont capables de faire des choses comme ça, etc. Moi, en termes de communication, ce que je trouve génial, c'est quand on répond aux gens. Ouais. Et c'est valable aussi à notre petit niveau, même quand on n'est pas une grande marque, mais quand on a des gens qui viennent nous mettre des commentaires et qui nous titillent un peu ou qui ne sont pas d'accord, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de répondre. Et on peut répondre avec humour, on peut répondre avec cœur. Et il y a une tendance qui est de se dire quelqu'un qui n'a pas le même avis que moi, ça va être obligatoirement un hater, c'est quelqu'un qui est jaloux, et donc je ne lui réponds pas. En fait, on voit souvent des jeunes créateurs qui ne vont répondre qu'aux gens qui trouvent qu'ils sont géniaux. Mais on va vers une pensée unique quand on fait ça. Ouais. Et ce que moi je trouve hyper intéressant, c'est au contraire d'aller et de répondre aux contradicteurs. Ça a été ma marque de fabrique aussi. Okay. Moi je ne bloque personne, j'ai dû bloquer sur plus de 200 000 abonnés, 18 personnes, je crois, même pas 20, et je réponds à tout le monde. Tu les avais bloqués pourquoi ? Parce que j'avais pratiquement du harcèlement. Oula, voilà, du harcèlement, des gens un peu fanatiques et tout. Ou alors des très gros plagiaires, donc des gens qui te copient. Alors, il y a beaucoup ça sur les réseaux. D'ailleurs, c'est un des soucis, c'est que quand on communique, évidemment, on livre des messages et ces messages sont ensuite copiés. Moi, il suffit que je fasse un truc, le lendemain. Voilà. Alors, j'ai trouvé le wingfoil qui est un peu plus difficile à faire, mais j'ai quand même des gens qui commencent à partager des trucs eux en vidéo sur la mer en train de faire du kite ou autre. Bon. Ouais. Voilà, mais la difficulté en fait, c'est de se dire, il n'y a pas dans la communication, notamment sur LinkedIn, il n'y a pas que ce que je vais dire au travers de mes mots dans le post et au travers de la vidéo. La communication, elle va avoir énormément lieu dans les interactions. Ouais. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Et les interactions ne sont pas que positives et ça peut être négatif et il peut y avoir de l'humour. Moi, perso, quand j'ai un hater ou quelqu'un qui n'est pas d'accord, je rentre dans la conversation et je vais jusqu'au bout pour avoir le dernier mot. Chez moi, j'ai le dernier mot, même si je dois faire 20 commentaires, 30 commentaires, mais je vais au bout. Continue, ok. Et ça marche a priori. Et en général, je les épuise parce que tu vois, à 60 ans, j'ai presque plus de haters. Mais non, mais je me disais ça, je me disais, mais ça me manque quand même des contradicteurs sous mes posts. J'en avais plus avant. Tous les contradicteurs de Christelle, n'hésitez sur ça. Venez chez moi, venez me mettre en difficulté. Je te montre 4 photos de célébrités. Je suis curieux de savoir si jamais tu arriveras à deviner quel est le point commun entre ces quatre célébrités. Oui, Dormesson. Ouais, je ne sais pas qui t'as derrière. Funès. Morgan Freeman, Tina Turner. À ton avis, quel est le point commun? Alors déjà, la seniorité. Ouais. Ce sont des seniors. Ouais. Et je pense aussi, ce que je trouve intéressant dans leur personnage, ça va être l'humilité. L'humilité dans la communication par rapport à des très grands parcours. Et ça aussi, c'est quelque chose que moi, c'est l'âge qui m'a appris ça. Je trouve que les personnes les plus méritantes, les plus waouh, les plus remarquables, ce sont souvent celles qui communiquent le moins là-dessus. Ouais. Quand on dit « je suis le meilleur, je suis le plus fort » et tout, c'est que justement, on n'est ni le meilleur, ni le plus fort, ni rien du tout. C'est la même chose avec les riches, entre guillemets, ceux qui l'étalent sur les réseaux, c'est en règle générale ceux qui le sont pas réellement. Le moins, voilà. Et je pense que c'est moi ce que je dirais sur ces quatre personnes, c'est qu'elles ont eu une communication un petit peu douce, une communication plutôt des gens réservés, mais avec des magnifiques parcours. Écoute, ça c'est sûr, honnêtement c'est clair. Là c'est sur un autre axe que j'ai envie de t'orienter. Je te donne peut-être un autre indice ou une autre information, et puis comme ça me permettra de parler de ce sujet. À ton avis, à quoi correspond ce chiffre? Et je referai le rapprochement avec les célébrités. Il y a 3,6%. C'est plus que la moyenne des gens qui publient sur LinkedIn, puisqu'on est entre 1 et 2. C'est vrai, j'avais 5%, 1 et 2%. On est péniblement aux 2, mais en même temps, comme on a dépassé les 30 millions en France, je parle de la moyenne en France, il y a de plus en plus de gens aussi. Mais si tu réfléchis, c'est très peu de gens qui communiquent. C'est clair. Non, j'ai aucune idée de ce que peut être ce 3,6%. Non, aucune idée. Le pourcentage de personnes ayant plus de 55 ans sur LinkedIn. Mais elles sont sur LinkedIn? Elles sont sur LinkedIn. Ah ben je ne savais pas, dis donc. Eh je te le fais savoir. Et c'est en lien avec le point des célébrités. L'un des points communs, c'est toutes les célébrités ont commencé à leur carrière professionnelle et à vraiment réussir, entre guillemets, professionnellement parlant, aux alentours de 50 ans.
Et en fait, ça me permet de pouvoir parler d'une thématique qui est l'âge quand on entreprend et l'âge sur LinkedIn, parce qu'on a un peu, je pense, dans notre inconscient collectif, le fait de se dire que les entrepreneurs, c'est les petits jeunes de 22, 23 ans qui sont forcément les grandes success stories. Les personnes qui peuvent être légitimes à créer du contenu sur LinkedIn, et ceux qu'on voit, c'est les start-upers de 25 ans, alors que finalement, des Morgan Freeman, des Louis de Funès, des Tina Turner, etc., en fait, ils ont réussi à partir de 50, et en fait, il n'y a pas d'âge en fait, pour commencer à réussir, et encore moins pour créer du contenu sur LinkedIn. J'aimerais bien savoir, toi, selon toi, quelle est la place des seniors dans l'entrepreneuriat au sens large, et puis ensuite, on pourra faire peut-être un petit focus sur LinkedIn. Alors, moi, personnellement, je dis tout le temps mon âge. Et on me dit, mais arrête de dire que tu as 60 ans. Je dis même que je suis vieille. Et c'est drôle parce que quand tu dis que tu es vieille, c'est comme si c'était une insulte. Quand tu dis à quelqu'un qu'il est jeune, c'est un compliment. Quand tu dis à quelqu'un qu'il est vieux, c'est une insulte. Alors qu'en fait, c'est les mêmes mots pour un état différent. Donc, moi, je dis que je suis vieille, je dis que j'ai 60 ans et je le fais exprès parce que moi, j'ai été entrepreneuse à 50. Et je veux aussi montrer qu'on peut avoir 60 ans, avoir de l'influence sur un réseau social alors qu'on n'y connaît absolument rien et qu'on est une brêle en informatique. Et je veux montrer que c'est possible à tous les âges. Et donc, pour répondre à ta question, dans l'imaginaire collectif, alors je vais mettre LinkedIn de côté, mais en tout cas, en ce qui concerne l'entrepreneuriat, c'est vrai qu'on pense, quand on pense entrepreneur, on pense obligatoirement à un jeune. Ouais. Start-upper, on pense à un jeune. Mais de toute façon, quand on voit les levées de fonds devant des business angels, il y a une brochette de 25 jeunes. Et alors moi, je milite pour ça. C'est pas bien, mais voilà, je milite pour dire aux business angels, aux investisseurs, avant d'injecter de l'argent dans une entreprise, vérifier qu'il y ait quand même un quota de seniors. Ouais. Je trouve qu'on va tous faire des efforts sociétaux par rapport à l'avenir, par rapport à ces seniors qui vont voir leur retraite reculer. On demande aux entreprises de faire des efforts, mais je trouve que les jeunes entreprises devraient en faire aussi. Et quand elles touchent de l'argent pour des investissements, etc., je trouve qu'elles devraient avoir un quota de seniors. Je suis d'accord avec toi. Et mettre en lumière aussi, et je trouve que c'est trop cool que tu le fasses, Christelle, et ce serait trop bien que tu aies un podcast ou un show qui mette aussi en avant des profils qui sortent encore une fois de ces jeunes de 22 ans, etc. Ce serait mortel, et je pense que y a les entrepreneurs à qui il faut donner de la visibilité sans pour autant que ce soit que des jeunes. Et sur LinkedIn, je trouve qu'il y a une place énorme. Moi, je voulais faire sur Comédia avoir un format qui soit dédié justement aux profils plus seniors pour parler des nouvelles vies, des nouvelles carrières entrepreneuriales, etc. Je trouve que c'est vraiment un truc qui est cool. Et j'aimerais savoir, là, je sais que tu avais préparé une conférence que tu avais intitulée « Toujours oser pour ne jamais regretter ». Moi, c'est une phrase qui fait sens pour moi et qui me parle. Tu peux développer un petit peu Oui, alors c'est ma conférence à partir de janvier 2025. Okay. C'est la première fois que je fais une conférence non technique. D'habitude, je fais plutôt des conférences sur la marque employeur, sur le recrutement, le personal branding sur LinkedIn, des sujets comme ça. Et là, c'est la première fois que je vais faire une conférence qui s'inspire d'une vie de 60 ans, inspirationnelle, AILE, puisque j'ai une aile dans les mains, puisque c'est autour de ma passion pour le wing foil. Et en fait, cette conférence, ce texte, toujours oser pour ne jamais regretter, il y a le toujours qui s'oppose au jamais, et il y a le oser qui s'oppose au regret, enfin qui interpelle. Ça a été mon mantra dans la vie, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que quelque chose m'a fait peur, je l'ai fait. Okay. Je me suis pris des portes, moi je suis une ancienne commerciale, donc je sais ce que c'est que se voir fermer les portes, passer par la cheminée et puis tout tenter. Mais avec cette technique, on ose, on fait, on se plante ou on réussit. Souvent on réussit, mais au moins on n'a aucun regret. Donc là, à l'âge de 60 ans, je ne peux pas me dire je regrette à un moment de ne pas avoir ouvert une porte, de ne pas avoir pris un chemin. Je n'ai pas de regret. Et je me suis dit, je vais partager ça. Sur fond de sport, et c'est là que je partage ma passion pour le wing foil, donc wing comme aile, et inspirationnel, et donc c'est cette conférence où je fais des parallèles entre le fait d'oser à tout âge, de dire que tout est possible malgré un handicap, malgré un accident de parcours, malgré un écueil de la vie. Et comme ça a été possible pour moi de mettre au wing foil alors que j'ai été opérée des épaules, que j'ai 60 ans, que c'est un sport quand même un peu dangereux, j'ai mis plus de temps.
J'ai trouvé des chemins parallèles, mais finalement j'ai réussi et maintenant je vole. Donc je fais ces parallèles-là et c'est pour redonner courage aux gens qui n'ont pas nécessairement 60 ans, mais qui parfois n'osent pas, même les jeunes. Hein. Bien sûr. Même les jeunes se mettent beaucoup de freins et parfois leur entourage leur met des freins aussi. Et en fait, quand on a une passion, quand on sent qu'on a notre cœur qui vibre, il faut l'écouter, il faut y aller, il ne faut pas suivre les injonctions ni les conseils des autres. Je trouve que l'instinct, c'est un truc qui est sous-coté. On est dans un monde qui nous pousse à aller vers du rationnel, de se dire, voilà, il faut que j'ai mon environnement le plus rationnel possible pour que ça couvre tous les standards qu'on attend de nous. Mais finalement, l'instinct, quand on a un truc viscéral en soi, pour moi, c'est la bonne piste, la bonne orientation, les bons chemins à prendre. Et c'est un peu en lien avec ce que tu viens de dire avec le film Yes Man, je ne sais pas si tu l'as déjà vu, Yes Man de Jim Carrey, qui dit oui à tout. Oui, mais il se passe plein de choses parce que les portes s'ouvrent. Et donc c'est un message aussi qui s'adresse aux jeunes et puis pas que aux entrepreneurs. Hein, c'est les gens dans les entreprises, c'est oser sur LinkedIn, oser. Voilà, il faut oser, il faut écouter son cœur, ne pas écouter ce que font les autres. Et puis en communication, essayer la différence. Moi, je pense qu'on parlait des secrets de communication. Je pense que moi, mon secret, c'est de ne pas faire comme les autres. À chaque fois que quelque chose se fait, je fais différemment. Et d'ailleurs, tu vois, quand j'ai écrit mes livres, ça surprend tout le monde. Quand j'écris un livre, j'en ai écrit 4. Pendant 1 an, je ne lis rien. Okay. Je ne lis rien de ce qui a été écrit sur le sujet. Parce que comme ça, je fais travailler mon cerveau. Alors, ça va complètement à l'encontre de ce qui se fait maintenant quand on pense à l'IA et de tout ce qui arrive comme information très rapidement. Mais voilà, j'évacue tout ce qu'ont fait les autres. Alors, peut-être que je vais m'inspirer parce que j'ai des réminiscences. Mais au moins, je me dis, je ne vais pas faire de plagiat. Et il y a d'autres choses nouvelles qui vont ressortir de ça. Donc, il faut aller pour moi sur des sentiers non battus. Donc, quand les gens font des vidéos verticales en mode short, il faut peut-être essayer à l'horizontale, j'en sais rien. Quand ils sont à l'intérieur devant un micro, il faut peut-être se dire, moi, je suis en extérieur. Quand ils sont complètement immobiles, ben, moi, je suis en mouvement. Moi, j'ai fait des vidéos sur un paddle, tu vois. Techniquement, c'est compliqué. Quand les gens publient le mardi et le jeudi parce que ça marche sur LinkedIn, ben, il faut publier un jour tout pourri. Et ça cartonne. Moi, j'ai publié le dimanche et j'ai fait des cartons. Je trouve qu'en termes de communication, pour moi, on marche quand on ne marche pas sur les plates-bandes des autres. Et tu as parlé de l'IA. Tu en penses quoi de l'IA avec LinkedIn? On voit que là maintenant, moi j'ai un détecteur à ChatGPT. Tu vois les créateurs qui se servent de ChatGPT. C'est une bonne chose certainement parce que ça donne plus de facilité à des gens à se dire ok, bon bah c'est bon, j'ai un contenu et donc j'ose créer du contenu et partager. Pour autant, ça crée des espèces de standards un peu froids et sans réelle valeur ajoutée, un peu humaine. Toi, t'en penses quoi de l'IA sur LinkedIn? Alors moi, tu sais, je prône toujours le LinkedIn bio, écolo, à la mano, slow, c'est-à-dire qu'en fait, je gère moi-même mon compte toute seule, je réponds moi-même toute seule, je n'achète jamais de likes, je ne fais pas partie de pod, je n'ai absolument aucune extension hors de LinkedIn. J'utilise vraiment LinkedIn dans son jus. Donc, c'est sûr que l'IA ne correspond pas à mes standards. En tout cas, moi, je ne vais pas l'utiliser. Néanmoins, je comprends que des gens qui aient peur, qui n'ont jamais publié, qui n'osent pas, se disent bah, ça peut me permettre de me lancer et ça peut me permettre d'être aidé. Pourquoi pas? La seule chose, c'est qu'il faut qu'on fasse tous attention à quelque chose. Il y a de plus en plus de formations. Venez, je vais vous former à l'IA, vous former pour communiquer grâce à l'IA. Maintenant, on se forme à l'IA. Hein. On est en train de se former à une machine. Donc ça, il faut faire attention à ça, mais surtout quand on connaît le fonctionnement de l'IA, qui est ni plus ni moins que la récupération et la collecte d'infos sur un sujet. Ben, si on réfléchit, l'IA, c'est un énorme plagiaire. Il va piquer elle va piquer toutes les informations produites par d'autres, puis il fait une sorte de brassage et crée quelque chose. Et le danger de ça, c'est qu'on peut arriver à un contenu très uniforme. Et moi, j'ai toujours hyper peur de la pensée unique. Okay. Et là, si on commence tous à fonctionner avec l'IA, on va tous vers la pensée unique. C'est normal. Après, ce qu'il faut, c'est peut-être se servir de l'IA pour récolter de l'information et avoir suffisamment d'infos pour analyser un sujet, un secteur et se dire, bon bah, de ce constat, voilà ce que moi j'en pense. Mais c'est comme tout, c'est une question d'équilibre. Il ne faut pas juste se dire ChatGPT, je prends et je donne, sinon effectivement on va sur ce format unique. Mais par contre, de s'en servir comme puissance pour pouvoir récolter de l'info pertinente et de la data,
moi, je comprends qu'on le fasse. Moi, ça va pas être, je vais pas le faire. Ouais. Alors, les gens vont se dire, ah, c'est une boumeuse, elle va pas vers les progrès de la technologie. Moi, j'ai vendu le premier téléphone portable, j'étais dans la techno, je bossais chez Alcatel, donc je suis pas hermétique. C'est juste que j'ai toujours un petit peu peur. Quand les gens disent, attention, l'IA est un outil, c'est un outil qui remplace quand même le cerveau. Donc, il faut toujours faire un petit peu attention à ça. Donc, en effet, il faut être prudent et puis ne pas balancer les contenus. Non, et surtout, ce qui est embêtant, c'est que maintenant, les créateurs vont loin parce que non seulement ils vont rédiger des posts avec l'IA, mais ils répondent aux commentaires avec l'IA. Ouais. Et ils vont mettre des commentaires chez les autres. Et c'est dérisoire parce que si on réfléchit en prenant de la hauteur de vue, alors ça c'est l'apanage des seniors, de pouvoir prendre de la hauteur de vue, on est tous en train de faire fonctionner des IA. Donc on va publier des posts écrits par des machines et c'est des machines qui vont se répondre entre elles et nous on est en train de travailler pour des machines et tout ça pour une grosse machine qui est LinkedIn. Ouais. Attention à l'esclavage, On arrive au film qu'on voyait de science-fiction dans les années 80 où nous on disait mais n'importe quoi, on ne sera jamais les esclaves des robots et on y est direct. Ouais. Donc prudence. Qu'est-ce qui te... LinkedIn, il y a de tout, il y a vraiment de tout. Qu'est-ce qui t'insupporte sur LinkedIn? Alors, je sais qu'il y a forcément mais des trucs... il y en a après. En fait, c'est terrible, mais je le dis, mais je pense que c'est bien que les gens le sachent. Je me lève le matin, si j'ouvre LinkedIn, je me dis, il faut que je quitte ce réseau. Et puis, dans la journée, il se passe un truc, et le soir, je me dis, ah, c'est quand même bien LinkedIn. Voilà, donc je passe vraiment du chaud au froid. Je passe par des périodes où je vais beaucoup publier, donc une communication intensive, et puis d'autres fois, une communication plus silencieuse. Donc ça dépend aussi de mes états d'âme. Mais il y a des choses qui me dérangent sur LinkedIn. J'ai du mal avec tout ce qui est lié au plagiat. Mais moi, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de 2016, j'ai beaucoup été plagiée. Moi, j'ai retrouvé des contenus entiers de mes livres dans des formations qui étaient vendues par d'autres. J'ai vu des contenus entiers de mes vidéos qui étaient gratuites et bénévoles sur ma chaîne YouTube, qui étaient proposés par d'autres. Le pire de tout, c'est quand... alors, la marque employeur, je ne te raconte même pas. Vraiment, nous, on a écrit un livre très innovant sur la marque employeur avec une notion de business derrière. Tout le monde est allé le pomper. Le pire de tout pour moi, c'est quand quelqu'un reprend mon idée ou mon concept et ne dit pas, selon Christelle Defoucault, ne me cite pas dans le post. Par contre, en commentaire, dit « Et vous, Christelle Defoucault, qu'en pensez-vous » Ah oui, d'accord, là c'est vraiment... J'ai envie de dire, alors excusez l'expression, mais j'ai envie de dire « Eh connard, ce que j'en pense, c'est déjà moi qui l'ai écrit, donc a priori, j'en pense que du bien, mais c'est pas cool de faire ça. » Donc ça veut dire que la personne va prendre ton idée, mais ensuite aimerait bien que tu viennes sur son post et te met un commentaire. Voilà, j'ai échangé avec d'autres gens, notamment des auteurs de livres, ça leur fait la même chose. Donc il y a ça qui va me déranger et je déteste le mensonge. Donc de la communication mensongère ou comment dire, exagérée pour faire du buzz, ça me dérange beaucoup. Servi sur LinkedIn. Voilà, par exemple, tu vois, quelqu'un qui a un malaise dans un supermarché, qui te raconte son malaise et qui dit « je suis en train de faire un burn-out ». Je trouve que ce n'est pas respectueux pour ceux qui font vraiment des burn-out. Mais comme burn-out, ça plaît à l'algo, ça plaît aux gens, il va y avoir, voilà. Ça me dérange. Je suis extrêmement dérangée, alors je sais que c'est très anglo-saxon, les jeunes font beaucoup ça, par les gens qui mettent en avant leurs métriques. On parle des 10 000 euros par mois, j'ai gagné tant, j'ai fait tant de chiffre d'affaires. Bien sûr. Voilà, ou 48 heures. Je trouve ça très indécent. Et j'en reviens aux 4 personnages que tu m'as montrés. Les gens qui ont réalisé le plus de choses dans leur vie, souvent, ce sont celles qui vraiment la ramènent le moins. Donc ceux qui la ramènent comme ça sur leur chiffre d'affaires et tout, c'est qu'ils n'ont rien d'autre à proposer. Et je pense qu'en termes de clients ou de cibles de l'autre côté, ça ne donne pas une jolie image. Voilà. Et ce qui m'agace alors, au plus haut point, c'est j'ai fait copie du post, j'ai fait 100 000 impressions, j'ai fait 1 million d'impressions. C'est le truc invérifiable parce que tu peux faire un bidouillage pour donner ce sentiment-là. J'ai envie de dire, mais arrêtez avec ça. Parce que toi, tu n'as pas connu l'époque puisque tu es un petit jeune. Mais il faut savoir qu'en 2016, les impressions des posts, les vues, étaient apparentes. Ok. En 2016, en 2017, tu faisais ton post, tout le monde voyait 10 000 vues, 20 000 vues, 100 000 vues. Okay. Et c'était tellement l'explosion, la course au like, que LinkedIn a enlevé ça et l'a rendu privé pour toi. Okay. Si LinkedIn l'a rendu privé, c'est que ça doit rester privé. Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'aller l'afficher comme ça? Et donc cette course au chiffre d'affaires, cette course à la viralité, ça pousse à une communication très intensive, très excessive, qui pollue nos cerveaux.
qui pollue la planète aussi, parce que toutes ces données polluent, et qui fatigue beaucoup. Après, il y a un truc sur LinkedIn, je trouve, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est un réseau social qui est un peu biaisé. J'adore LinkedIn, mais LinkedIn, par définition, soit tu as des équipes, parce que tu es, le fondateur d'une entreprise et tu as des équipes qui voient ce que tu likes, ce que tu commandes, ce que tu partages, soit à l'inverse, tu es employé et tu as ton patron qui peut voir ce que tu likes, ce que tu commandes, ce qui fait qu'il y a une non-prise de risque sur les contenus qui sont likés ou commentés. C'est-à-dire que tu vas a priori pas liker et partager ton point de vue sur les conditions de travail, le fait que ce soit parfois compliqué et fatigant, etc. Parce que tu dis putain, si mon patron voit ça, c'est pas ouf. Donc tu vas plutôt tendance à liker les réussites en disant quelqu'un a un nouveau poste en disant bravo, c'est ton super poste, ou j'ai fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, bon bah bravo. Parce qu'en fait, tu as une espèce de non-prise de risque. Parce que tu sais que tu as le regard d'une personne dont tu es tributaire, tu vois ce que je veux dire? Et je trouve que du coup, ça pousse des contenus un peu lisses à popper plutôt que de partager des points de vue, d'alimenter des débats, puisque tu sais que potentiellement tu es vu par une personne à qui tu n'as pas forcément envie de montrer ton point de vue sur des sujets. C'est le cas aussi quand tu es chercheur d'emploi, hein, les recruteurs te regardent, tes employeurs te regardent. C'est vrai qu'il n'y a que les indépendants. Et c'est un petit peu moi ce que je regrette, c'est qu'il y a de plus en plus que les indépendants qui s'expriment sur LinkedIn. Et ce n'est pas la vraie vie. Il y a plein de gens qui ont des vrais métiers, des beaux métiers, qui gagnent pas 2 000 € par mois, mais qui sont hyper utiles à la société. Et à côté, tu as tous ces indépendants qui vendent et qui, eux, n'ont pas peur de se mouiller puisqu'ils n'impliquent qu'eux-mêmes. Moi, typiquement, je n'ai pas peur de me mouiller, de prendre position. Maintenant, si j'étais salarié d'une entreprise, c'est sûr que j'aurais peur. Alors, puisqu'on est dans la communication, à toutes ces personnes qui ont un peu peur de ce que peuvent penser leurs employeurs, je dirais qu'elles ont raison, parce qu'il faut quand même toujours faire attention. Moi, je déconseille d'aller commenter des sujets politiques. Tout ce qui est lié à la politique, la religion, ce genre de choses. Déjà, dans la vraie vie, on n'arrive pas à convaincre les gens. Sur un réseau social, encore moins. Donc, ça ne sert à rien d'y aller. Et puis, on peut plus blesser qu'autre chose. Par contre, en termes de communication, vraiment, il faut se poser la question stratégiquement, quand je suis collaborateur dans une entreprise, si j'ai envie ou pas d'être un ambassadeur. Ça, c'est très marque employeur. Donc, si vous avez envie d'être des ambassadeurs, si vous avez envie d'être identifié dans votre entreprise, d'évoluer, voire d'être recruté ailleurs, là, il faut communiquer des choses autour de l'entreprise. Pas nécessairement que corporate, hein, pas que republier des contenus de la boîte, mais essayer de mettre en avant, dès qu'on peut, l'entreprise. Et ça a un énorme pouvoir. Moi, tu sais, pour écrire mon 4e livre, avec ma co-auteure, on a beaucoup interviewé de recruteurs. Et ils nous disaient qu'à compétences égales, entre 2 candidats, le recruteur prend le potentiel ambassadeur. C'est de la com gratuite. Ce qui paraît cohérent, c'est clair. Et puis, je trouve, après, il y a peut-être aussi un truc, c'est que sur LinkedIn, j'ai le sentiment que les gens qui se sentent légitimes à écrire, c'est soit les CEO, soit les solopreneurs, mais qui gèrent leur entreprise. Et finalement, j'ai l'impression que le constat qui se dresse, c'est qu'il y a peu de place à ce que des employés puissent partager du savoir. Moi, mon rêve, c'est que toutes les équipes de com partagent leur savoir, parce que s'ils sont chez Com, c'est qu'ils ont une expertise sur leur sujet. Et pour moi, ça les valorise eux parce qu'ils partagent du savoir à eux. Ça les valorisera demain si, quand ils quitteront Com et qu'ils vont chercher un nouvel emploi, d'avoir 5, 6, 10 000 abonnés. Mais ça change tout et beaucoup de choses. Ça permet de faire des posts LinkedIn rémunérés. D'ailleurs, je voulais te poser une question par rapport à ça, parce que tu as de plus en plus de contenus qui peuvent être rémunérés. Je vois que du positif à ça, mais je pense qu'il y a un enjeu pour les entrepreneurs qui ont des employés dans leur boîte de mettre en avant les employés pour démocratiser ça et arrêter le standard, encore une fois, il faut forcément faire 10 millions d'euros de chiffre d'affaires pour pouvoir être légitime à prendre la parole. Mais complètement, mais ça c'est aux entreprises d'aider leurs collaborateurs. Moi j'interviens dans les entreprises sur ces sujets-là, mais qu'est-ce que ça veut dire aider les collaborateurs? Ça veut dire déjà identifier ceux qui sont des ambassadeurs, leur donner ou pas du contenu, mais c'est vrai que toi, si dans tes équipes, moi personnellement, j'adorais savoir comment va bosser un réalisateur, un preneur de son, une maquilleuse. J'ai été maquillée par exemple. Une maquilleuse sur un tournage, c'est hyper important. Tout ce qui se fait en post-production, avant et tout. Donc en effet, pousser tes équipes à expliquer quel est leur quotidien, même au travers d'une vidéo. Alors c'est pas nécessairement de l'écrit, hein. Ça peut être une vidéo, ça peut être une petite interview, voilà. Ça peut même être des commentaires, même chez toi. Enfin bon, mais les pousser. Mais pour ça, ça veut dire que l'entreprise doit les identifier, les valoriser. Donc les valoriser, soit en les remerciant, les valoriser humainement, soit financièrement, soit par des cadeaux, et surtout leur donner du temps. Parce que ce que moi j'observe dans les entreprises, c'est qu'on a bien envie que les collaborateurs communiquent, mais quand ils sont rentrés chez eux, non. Ça fait partie du job. Et pas que ça, et les valoriser, ça veut dire que si tu as des gens dans tes équipes, et là fais gaffe, parce que si tu as des gens dans tes équipes qui commencent à communiquer, il faut que toi tu y ailles.
et que tu ailles sur leur publication. Ah oui, et que tu leur mettes un commentaire. C'est ça, mais tu le feras toi. Mais quand je dis toi, c'est les entreprises. Il y a plein de boîtes qui n'y vont pas. Leurs collaborateurs publient, et il n'y a personne, ni du service com, ni du service marketing qui vient. Et le collaborateur, au bout d'un moment, s'essouffle. Ouais, et puis un côté un peu éducatif. Moi, tu vois, que je me dis que c'est mon rêve et je leur dis allez-y, postez. Mais je pense que c'est pas suffisant. Faut faire comprendre pourquoi est-ce que. Puis tu fais des challenges. Ouais, des challenges, expliquer comment s'y faire. J'avoue que ça prend du temps. J'avoue que moi, je l'ai un peu délaissé, même si je trouve que c'est cool parce que c'est une stratégie d'Avenger, je le disais souvent, mais c'est à chacun qui est un super-héros, c'est celui qui a son savoir et sa zone de génie, post-prod, à la réal, à la com, etc. Et tout ça pour servir un objectif commun, là, qui est pour le coup com aujourd'hui, mais pour eux, demain, pour leur boîte ou la boîte qu'ils rejoindront. Je pense qu'il y a que du bon. On a traité rapidement, il me reste 2 petites questions. Les postes payants, non, c'est ça. J'aimerais savoir, combien tu prends, toi, par exemple, pour un post LinkedIn? Est-ce que tu communiques là-dessus ou pas? Alors moi, ça ne me gêne pas du tout de communiquer. Moi, alors j'en ai pas fait beaucoup, j'ai tout refusé. Alors je refuse parce que si tu fais trop de publications payantes, tu perds aussi ta communauté, parce que c'est ce qu'on disait, c'est que quand on vend quelque chose, on va beaucoup moins générer de l'adhésion, alors que quand on donne, c'est beaucoup plus facile. Donc moi, en plus, j'ai pas envie d'utiliser ma communauté comme mon faire-valoir, entre guillemets, de me faire payer sur le dos de ma communauté. Donc, j'ai essayé en plus d'être assez alignée, puisqu'on parle toujours de communication. C'est aussi dans les secrets de communication pour durer dans le temps, l'alignement. Être la même personne du début à la fin, dire les mêmes choses, être la même personne dans la vraie vie que sur les réseaux. Donc, pour revenir au poste rémunéré, je n'ai accepté que ceux qui correspondaient à qui j'étais, ma ligne éditoriale. Et voilà, il fallait que je croie dans le produit. Donc, j'ai accepté 3 postes et j'ai refusé tout le reste. Et moi, personnellement, avec ma communauté, ce qui m'a été proposé, c'était entre 1 000 € et 1 500 € le poste par jour, mais écrit par moi, avec mon visuel, et presque une journée pour l'animer, puisque je réponds aux commentaires. Ok. Voilà, après, je ne sais pas quels sont les prix du marché, mais moi, en tout cas, dans tout ce qui m'a été proposé, c'était dans ces environs-là. Ça donne une voilà, idée, peut-être que je suis peut-être soit en train de casser le marché, soit j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, je te réponds franchement. Par rapport, moi je connais des potes, moi je l'ai fait aussi, par rapport à ton audience, c'est vrai que tu pourrais imaginer encore beaucoup plus. Mais c'est fou quand même de dire l'impact que ça a, et en même temps le ROI des entreprises, et c'est pour ça que ça se fait de manière répétée, c'est qu'un poste bien adressé auprès d'une vraie communauté engagée et qui a du sens par rapport à la communauté, parce que si demain tu as une communauté de sportifs et que tu leur vends, je sais pas trop quoi, un truc qui n'a rien à voir, il n'y aura aucune cohérence. Mais si jamais c'est un truc qui est bien adapté, c'est un ROI pour les boîtes qui est juste hallucinant. Mais tu sais que j'ai refusé, j'ai eu une proposition à presque 10 000 €. 10 000 € le poste? Oui, mais j'ai refusé. Parce que ça ne correspondait pas du tout. En plus, il fallait que ce soit un texte qui était déjà donné. Enfin, c'était un cas. Voilà, et surtout, je n'adhérais pas. Donc, ni à la campagne, donc j'ai refusé. Savoir faire un coup, c'est facile, mais de réussir dans la durée. Il faut durer. Moi, ça fait 8 ans et demi que je suis sur LinkedIn. Mais ça, pour moi, c'est la clé de tout dans le business. Si tu faire un coup, c'est facile. Faire un 10 000 € par-ci, tout le monde peut le faire. Mais par contre, de le faire dans la durée, c'est plus compliqué. Et pour ça, il faut être aligné avec ses valeurs, et tu as parfaitement raison. Mais là, je me grillais avec toute ma communauté avec ce poste-là. Donc, c'était pas la peine. Exactement. 2 dernières questions. T'imagines comment le LinkedIn dans 5 ou 10 ans? Parfois, j'ai un peu peur. Je dois t'avouer, quand je vois ce qui est en train de se passer, j'ai un peu peur. Alors, il y a les vieux boomers comme moi, ou les haters, ou les jaloux qui ont l'air de dire « Ah, le LinkedIn, c'était mieux avant ». Tu sais, on voit beaucoup ça, c'était mieux avant. Mais franchement, c'était mieux en 2016. C'était vraiment mieux avant. C'était vraiment mieux avant. Mais donc, moi, j'ai un petit peu peur. J'ai un peu peur que ce qui n'était que de la science-fiction devienne de la réalité, et qu'à un moment, il n'y ait plus que des robots qui écrivent et des robots qui répondent, et puis nous, humains, derrière, en train de dire « Oh là là, il faut que je publie mon post chaque jour ». Voilà, j'ai un petit peu peur de ça. Donc, je pense que c'est entre nos mains. Et pour que le LinkedIn de 10 ans reste un réseau humain, certes régi par une machine, mais avec une machine qui ne nous commande pas, mais que nous, on a finalement réussi à régler, je pense qu'il faut qu'on continue à se rencontrer dans la vraie vie, il faut qu'on continue à interchanger, à avoir ces interactions, c'est vraiment ce qui est précieux. Et qu'on passe au slow. Qu'on arrête de se dire faut communiquer vite, beaucoup, en grande quantité. Ah ben là, ce poste-là, j'ai pas le temps d'y répondre parce que demain j'en republie un, etc. Peut-être qu'il vaut mieux faire un poste, répondre à tout le monde, le faire tranquillement. De toute façon, le temps va passer. À quoi ça sert de l'accélérer à ce point-là?
je pense que le slow LinkedIn, ça va permettre le côté un peu bio, ça va permettre de faire… tu sais, c'est un petit peu comme l'agriculture. Dans les années 70, on avait une agriculture très industrialisée. Dans les années 80, le bio est arrivé. Voilà, je pense qu'on peut faire un LinkedIn bio qui reste humain. Et c'est entre nos mains. C'est très bien dit. Moi, je pense aussi que sur LinkedIn, avec l'IA et autres, les textes vont être ça va être plus compliqué de faire la différence avec les textes puisque l'IA va créer une abondance de contenu. Donc, je crois beaucoup au fait que la vidéo va popper puisque c'est là où tu pourras faire la différenciation et aussi au live. J'aimerais bien, moi, j'aimerais me remettre où on avait testé LinkedIn Live il y a 2-3 ans. J'aimerais bien réessayer, mais pour moi, le live, c'est le seul truc que tu peux pas faker. Il n'y a pas de post-prod, il n'y a pas d'IA, il n'y a rien. C'est toi seul, la qualité de ton intervention, la qualité de ce que tu produis. Et je crois beaucoup au live sur LinkedIn et sur d'autres plateformes. Et je pense que ça va vraiment être un beau levier. Mais il faut vraiment que tu te lances là-dedans si tu ne l'as pas déjà fait. Moi, j'ai fait des lives audio. Ouais. On faisait ça le dimanche soir. On rassemblait une communauté de chercheurs d'emploi et de recruteurs. On a cartonné. Pourtant, dimanche soir, 18h, le truc complètement improbable. En audio, donc sans vidéo, les gens restaient. Et on a eu des retours incroyables. Et on a fait ça, j'ai dû faire ça 30 semaines. 30 semaines, ouais. Ah oui, okay. J'étais en testeuse pour LinkedIn. Je ne sais même plus si les lives audio existent ou pas. Mais moi, je crois aussi beaucoup au live. Moi, j'aime beaucoup, tu vois, ce format que tu fais. On parle de communication. J'aime beaucoup les échanges comme ça, ou assez naturels. Je pense que c'est vraiment notre intérêt pour que ce réseau perdure. C'est qu'il faut qu'on reste tous comme nous sommes. Il faut garder notre part de naturel, notre âme d'enfant, nos envies, et pas tous se formater vers une pensée unique et dangereuse. Je suis d'accord avec toi. Pour terminer cet épisode, qu'est-ce que tu dirais à la Christelle de 20 ans, de manière générale, un message que tu as envie de faire passer, un truc que sur lequel tu es fier, un truc que tu aurais fait différemment, je sais pas. Ce serait quoi le message que tu… À la Christelle de 20 ans, j'aurais envie de dire quel dommage qu'à 20 ans, je n'ai pas su tout ce que je sais maintenant à 60 ans. Ça m'aurait permis peut-être de moins souffrir, ça m'aurait permis de prendre plus de hauteur. Mais en même temps, j'ai envie de dire à la Christelle de 20 ans que jamais elle n'aurait pu penser que la Christelle d'à partir de 50 ans allait, entre guillemets, vivre cette vie-là, se retrouver sur des plateaux, écrire des livres. Si on m'avait dit que j'écrirais mon premier livre à 50 ans, je ne l'aurais pas pensé. Donc, je dirais à la Christelle de 20 ans qu'il faut vraiment croire en ses rêves et qu'il faut toujours oser pour ne jamais regretter. C'est une très belle manière de terminer cet épisode. Je suis hyper content de t'avoir reçu, Christelle. À chaque fois, je t'ai reçu sur plein d'autres formats, mais je te découvre à chaque fois sous un nouvel angle et je suis très content parce que tu es toujours bienveillante, tu as toujours le smile, tu as toujours la pertinence dans ce que tu dis. Je suis hyper content de te recevoir, je le dis pas toujours, je te le dis. Merci Aaron en tout cas. Et merci à toi et puis j'espère que l'épisode vous aura plu. Si ça vous a plu, donnez un maximum de force à Christelle en commentaire, etc. Et puis on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode. Encore merci Christelle. Merci à toi. On se dit à très vite. Salut.